Bienvenue dans ce nouveau débrief sur Médian TV Afrique. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, au Togo, la campagne électorale de la présidentielle prévue le 22 février 2020 a démarré ce 6 février. 7 candidats dont le président sortant Faure Gnassingbé pour un 4e mandat sont en lice pour convaincre 2 semaines durant l'électorat togolais. Le scrutin pour se jouer à 2 tours. La révision de la Constitution a permis au retour à ce mode de scrutin. Une des principales revendications de l'opposition, le Conseil épiscopal, la justice et paix, n'a cependant pas été autorisé par le ministère togolais de l'administration à observer ce scrutin à 2 tours auquel prendra part pour la première fois la diaspora. Alors, va-t-on vers une élection présidentielle apaisée? Au Burkina Faso également, les élections présidentielles et législatives se tiendront le 20 novembre 2020. Une décision selon le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation qui entre dans droite ligne des conclusions du dialogue politique. Plusieurs hommes politiques burkinabés, dont le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré, ont déjà annoncé leur candidature à ce scrutin présidentiel, des élections qui vont se tenir dans un contexte d'insécurité avec des attaques terroristes de plus en plus fréquentes. Quels sont les défis et enjeux de ce scrutin à 2 tours? Pour aborder toutes ces questions, je suis sur ce plateau avec El Hadj Ibrahima Ndiaye. El Hadj est analyste politique. El Hadj, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Abdoulaye. Avec nous également sur ce plateau, Mamadou Sy Albert, il est également analyste politique. Mamadou Albert Sy, merci d'être sur ce plateau de Médian TV Afrique. Merci Abdoulaye, merci beaucoup. Et ça me fait plaisir de rencontrer M. Ndiaye. Merci. Alors, pour aborder toutes ces questions, je le disais, on a donc ces invités sur le plateau. Enfin, les élections vont se tenir au Togo, bien sûr, le 22 février 2020. 6 candidats en lice, qui vont faire face au président Faure Gnassingbé. Selon vous, d'abord, quels sont les défis à relever pour un bon déroulement du scrutin dans ce pays qui a été par moments secoué par une crise politique qui ne disait pas son nom? Merci beaucoup, Abdoulaye. Moi, je crois que par rapport au Togo, vu de loin, on observe plus ou moins que par rapport à l'espace politique qu'il y a une certaine accalmie, c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Mais quand on va au fond des choses, c'est que cela cache aussi justement certaines imperfections qui sont inhérentes aux démocraties africaines, il faut le dire. Parce que n'oublions pas que le président Faure Gnassingbé brigue non pas un 2e, mais un 3e ou un 4e mandat. Et ça pose problème parce que s'il en est pas arrivé à ce stade-là, c'est simplement par le biais d'une révision constitutionnelle en mai dernier qui lui a permis justement de pouvoir se représenter comme candidat. Parce que n'oublions pas que maintenant, pour ce qui est du Togo, on nous dit que maintenant que le candidat a la possibilité de se présenter 2 fois pour un mandat de 6 ans. Et ce qui fait en réalité que le point d'achoppement maintenant par rapport à cette nouvelle révision, c'est que la loi elle n'est pas rétroactive. Et c'est ce qui a permis à Faure Gnassingbé de se représenter aux élections présidentielles. Mais n'oublions pas que même si on pense qu'il y aura un scrutin apaisé, il y a une contestation de cette candidature. Parce que parmi les opposants, je crois qu'il y a Jean-Pierre Fabre qui avait déposé un recours au niveau du Conseil constitutionnel qui a été rejeté, mais qui ne s'est pas arrêté là parce qu'il va saisir la CEDEAO. Donc, ce qui fait qu'en réalité, le contentieux électoral, il est déjà là. Donc, et que fondamentalement, même si les élections, la campagne électorale et même le scrutin se déroulent de manière apaisée, il faut fondamentalement prévoir qu'il y aura des lendemains de contestation parce que justement la contestation et les germes de la contestation sont déjà là. Il y a la conférence épiscopale qui s'est invitée dans le débat quand on sait le poids que ce type d'organisation ont dans ces pays-là. On voit que les germes justement d'une instabilité politique commence à essaimer alors qu'on n'en est même pas encore au scrutin. Maintenant, la campagne électorale a démarré. Espérons que les hommes politiques ne prennent pas en otage les populations. Moi, je crois que c'est ça le véritable enjeu, que justement la population togolaise ne puisse pas pâtir justement des ambitions personnelles des hommes politiques, que les gens aillent aux élections de manière libre et démocratique, et maintenant que le jeu électoral soit respecté à la fin. Je crois que c'est ça justement le véritable enjeu par rapport au Togo pour le moment. Alors, Mamadou Sy Albert, et là je l'ai rappelé,
le contentieux préélectoral avec ce recours annoncé au niveau de la CEDEAO par Jean-Pierre Fabre, l'un des leaders de l'opposition, qui donc va participer à cette élection présidentielle prévue le 22 février. Est-ce que on peut dire, sans risque de se tromper, que les élections ne seront pas ou on ne va pas aller vers un scrutin apaisé comme d'aucuns le pensaient? Bon, je crois que le contexte global, en tout cas au niveau de l'Afrique, si on se projette, il y a à peu près 7 élections présidentielles. Et aussi, si vous voulez, cette multitude d'élections se déroule dans un contexte de conflit. Les conflits augmentent. Actuellement, on est à peu près autour de 21 conflits à l'échelle de l'Afrique. Donc si vous superposez 7 élections dans un contexte de conflit à l'intérieur des pays, il n'y a plus de guerre entre les pays, mais c'est des conflits ethniques, interethniques, c'est des conflits politiques. Et l'accélérateur de tous ces conflits, c'est l'élection présidentielle en Afrique. Pour l'essentiel, c'est l'élection présidentielle qui perturbe tous les schémas. Et le Togo ne fait pas une exception. Il parlait tout à l'heure de l'autorité de l'Église. C'est une église qui est assez présente, qui est assez active en termes de défense de la démocratie et des valeurs citoyennes. On reviendra sur la position annoncée, la position du conseil épiscopal, mais en attendant, pensez-vous qu'on va vers une élection apaisée compte tenu de ces revendications qui ont été satisfaites, en tout cas pour la plupart de l'opposition, qui ont été satisfaites lors du dialogue politique? Je crois qu'il y a 2 niveaux. Le processus, il est là, la campagne a démarré, il y a moins de tensions politiques et de tensions sociales. Donc le scrutin va se dérouler normalement dans une stabilité des institutions. Les gens vont voter. Mais par contre, les germes du conflit sont là. C'est-à-dire que la commission électorale, elle n'est pas l'objet d'un consensus de tous les acteurs politiques, il y a des suspicions. Il y a la Cour qui fait l'objet de suspicions, il y a la candidature du président qui fait débat, il y a aussi, si vous voulez, la suprématie du parti présidentiel. C'est le parti présidentiel qui contrôle tout le processus électoral jusqu'à présent. Donc l'opposition, elle est partante pour l'élection, mais elle ne doute pas de sa posture de faiblesse. Ah oui, c'est clair que net que le parti du président a pris le temps d'organiser, de s'asseoir, de préparer. Et je crois que l'opposition n'est pas insensible à ça. Le principal leader qui aujourd'hui rivalise avec le camp présidentiel le sent très bien. C'est pour ça qu'il conteste cette candidature. Donc si le président est reconduit, mais il sera en posture pour dire qu'il y a une maldonne qu'il va contester. Un candidat qui n'a pas droit de participer, qui gagne, logiquement, cet homme-là va contester la légitimité du président qui sera élu. Donc les germes de la contestation sont là. Maintenant, c'est vrai, ce qui peut peut-être consolider, apaiser le processus électoral, c'est l'ouverture d'esprit du camp présidentiel. Et il faudrait que les Vous pensez que le camp présidentiel n'a pas cet esprit d'ouverture, nonobstant ce dialogue auquel on prépare la plupart des partis d'opposition et qui aboutit à ces conclusions? Je crois que le camp présidentiel n'a pas suffisamment une bonne lecture de l'Afrique. Cette candidature, c'est une candidature de trop. Qu'il gagne, qu'il perde, le Togo va vers l'instabilité. Et je crois que si vous prenez le rapport de force, peut-être qu'électoralement, le camp présidentiel a gagné les élections locales, avec plus de 800 communes. Que l'opposition, si vous regardez, elle est autour de moins de 300 communes. Donc le rapport de force, il est en faveur du camp présidentiel. Mais s'il n'accompagne pas ce processus-là par une ouverture d'esprit, par un dialogue avec la société civile, avec le principal leader de l'opposition, mais c'est sûr et certain qu'il y aura des contestations. Maintenant, est-ce que l'opposition va se réunifier autour de la contestation?
si elle arrive à à réunir toutes ses forces contre la contestation, c'est sûr et certain qu'on va vers un conflit qui va être beaucoup plus ouvert et qui va être encore beaucoup plus politique. Parce que je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même que le Togo, c'est un des exemples où un père a donné le pouvoir à un fils. C'est l'exemple typique. C'est le seul pays qui a réussi ce mécanisme de transition. Tous les autres pays ont réussi des mécanismes de transition à l'intérieur des partis. Un président qui part, qui donne le pouvoir en dauphin. C'est le schéma qu'on a eu. Mais le Togo est la seule exception jusqu'à présent. Et ce fils-là, mais s'il a un 4e mandat, le risque pour le Togo, c'est d'arriver au même résultat que le père. C'est-à-dire régner pendant plus de 20 ans, aboutir à un pays qui va se disloquer. Est-ce que le fils ne va pas avoir cette lourde responsabilité historique de finir son mandat et de laisser son pays à l'état où son père l'avait laissé? Ça, c'est vrai. Mais juste rappeler qu'on a également en Afrique, central, le cas du Gabon. Certainement, vous l'avez omis avec la famille Bongo. Mais l'un dans l'autre, El Hadj, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, Mamadou Albert l'a rappelé, les germes de contestation sont là. Et pourtant, les principales revendications de l'opposition ont été satisfaites. Comment d'abord entrevoyez-vous la posture des principaux de l'opposition en direction de cette élection présidentielle? Oui, vous savez, les principales revendications de l'opposition ont été satisfaites peut-être dans le cadre d'un dialogue. Mais vous savez, quand un président est au pouvoir et qu'il appelle au dialogue, c'est justement c'est parce qu'il a un schéma qu'il veut dérouler. Il ne faut pas se faire d'illusions par rapport à ça, parce que quand on est élu, c'est pour gouverner, ce n'est pas pour dialoguer, et l'opposition est là pour s'opposer. Mais maintenant, quand on accepte d'aller au dialogue, dans la perspective d'une nouvelle élection, mais le président sortant, par exemple, Faure Gnassingbé, il trouvait son compte parce que voilà, que ça lui a permis justement de se représenter pour un autre mandat. N'oublions pas qu'il a déjà fait 15 ans de pouvoir et qu'il a la possibilité d'en faire encore 12. Ce qui fait en réalité qu'il peut faire 27 ans de pouvoir. Je ne sais même pas si son père en avait fait autant. Et je crois que la première des revendications ou la première des légitimités, c'est justement la légitimité de la candidature. Et c'est cette légitimité de la candidature, je ne parle pas de la légalité, parce que c'est cette légitimité de la candidature qui pose problème aujourd'hui. Mais en quoi elle pose problème? Non, vous savez, nous sommes dans un monde globalisé, nous sommes dans un contexte où la tendance voudrait, en réalité, qu'on ne fasse pas 20 ans et au pouvoir. L'usure du pouvoir, elle existe. Maintenant, c'est vrai que l'opposition a des faiblesses. Ça, il faut le reconnaître au niveau du Togo. La première faiblesse, c'est que l'opposition n'a pas été capable d'avoir des coalitions fortes pour faire face au président Gnassingbé. Quand moi, j'écoute un reportage et que dans les régions les plus reculées du Togo, les gens ne savent pas qui sont les candidats de l'opposition, ça pose problème. Donc ça montre en réalité que le travail qui devait être fait en amont par l'opposition pour avoir des coalitions fortes, capables de faire face au président Faure Gnassingbé, ce travail-là n'a pas été fait. Mais n'empêche que, à partir du moment où la contestation est posée, alors que même la campagne a démarré, c'est que justement le contentieux post-électoral, il est là. Et dans ce contentieux post-électoral, si l'opposition parvient à se réunir, mais demandez-vous ce que ça va faire dans ce pays-là. On peut avoir les germes justement d'une contestation forte et d'une opposition entre le pouvoir et ceux qui contestent jusqu'au jour d'aujourd'hui la candidature du président sortant. Et moi, c'est là où je crains qu'il y ait des tensions, non pas dans le scrutin en tant que tel, parce qu'à partir du moment où on accepte d'aller en campagne électorale, on accepte d'aller aux élections, on va accepter le jour du scrutin, la vérité des urnes. Mais maintenant, est-ce que celui qui sera élu légitimement sera reconnu par l'opposition? Voilà le véritable problème aujourd'hui qui se pose au Togo. Donc on a parlé maintenant de l'Église qui s'en mêle, qui quelque part semble prendre parti pour l'opposition. On voit que c'est un cocktail qui peut détonner d'un moment à un autre, parce que justement en amont, la légitimité même de la candidature de Faure Gnassingbé laisse à désirer. Alors, Modoussi Albert, finalement, quels sont les principaux enjeux de cette élection au regard du contexte actuel dans ce pays?
Bon, je crois que bon, y a un enjeu continental. Le Togo, c'est le point de fixation aujourd'hui de l'opinion africaine. Est-ce que l'élection va se dérouler? Est-ce que le Togo va revenir à une stabilité politique et sociale? Donc ça, c'est un enjeu, aussi bien pour le pouvoir que pour l'opposition, pour les acteurs de la société civile. En ce sens que si l'élection se passe normalement, ça va être un test réussi pour la démocratie togolaise. Maintenant, il y a un enjeu interne. Comme on le disait tout à l'heure, le cas du président sortant est un cas singulier. Hein? Est-ce que le pouvoir va être confirmé? Est-ce que Faure va gagner de manière large pour asseoir son pouvoir? Je crois que ça, c'est un enjeu pour le pouvoir et pour les Togolais. Ça veut dire simplement que cette candidature de trop, si les Togolais votent majoritairement pour le candidat sortant, ça voudra dire quand même qu'ils confirment un choix. C'est un référendum, exactement. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu là pour les Togolais. Est-ce qu'ils vont accepter ce quatrième mandat? S'ils l'acceptent de manière majoritaire, je crois que c'est un enjeu quand même démocratique. Mais par contre, si par extraordinaire, le président allait au second tour, c'est un schéma qu'il faut envisager maintenant. Parce que Jean-Pierre Fabre peut très bien faire basculer le rapport de force et amener le candidat sortant au second tour. Donc vous pensez que le retour à ce mode de scrutin, le scrutin à 2 tours, peut bien profiter à l'opposition? Absolument. Ça dit que dans le cas d'une hypothèse que la majorité des Togolais n'est pas d'accord avec ce quatrième mandat, logiquement, le président devrait aller au second tour. Et s'il va au second tour, je ne suis pas sûr que cet élan populaire qui pousserait qui l'obligerait à aller au second tour, que cet élan-là ne puisse pas profiter aux candidats de l'opposition, quel que soit. Oui, mais ce qu'on a remarqué sur place, Mamadou Sy Albert, c'est que l'opposition déjà, comme Elhadj l'a rappelé, ne parle plus le même langage. L'opposition, il y va en rang dispersé. Est-ce que là également, il n'y a pas risque comme on dit, d'égo entre les candidats, les différents candidats de l'opposition? Absolument, il y a un problème d'égo. Mais non, c'est ça l'intérêt, si vous voulez, l'enjeu pour le vote populaire, c'est le vote populaire qui va trancher ce débat-là. Celui qui sera porté à aller au second tour, c'est celui-là le leader de l'opposition. Il faudra que les Togolais aussi aient une lecture assez large. Première hypothèse, le sortant est reconduit de façon majoritaire. Il faut accepter le jeu démocratique et consolider. Mais s'il est au second tour, celui qui va aller au second tour, c'est celui-là que les Togolais auront choisi comme alternative. Et cette alternative-là, il faudrait qu'elle soit capable aussi, je crois, de réunifier. Aujourd'hui, à mon avis, l'enjeu du Togo, quelle que soit l'hypothèse qui va gagner, c'est de préserver l'unité. Si le président est réélu, il faudra qu'il prenne en charge l'unification. Si c'est une alternative démocratique, il faut que celui qui va incarner cette alternative-là ne soit pas prisonnier du jeu démocratique qui s'ouvre. Et je crois que le Togo, l'enjeu en tout cas pour moi, c'est de stabiliser la démocratie togolaise, d'essayer de trouver un consensus au niveau de la gouvernance et avoir des institutions qui fonctionnent de manière démocratique. C'est vraiment ça l'enjeu pour le Togo. Si maintenant, c'est vrai, ces clivages-là persistent pendant la campagne et qu'il y a des contestations, il est fort possible que le Togo bascule dans l'instabilité. Ce qu'il dit est tellement vrai que autant on pourrait considérer que pour cette élection-là, ça va être une sorte de référendum pour le président Faure Gnassingbé. S'il gagne avec un large score au premier tour, c'est que justement il a la légitimité populaire, même si cette légitimité d'être candidat lui est contestée par une frange de l'opposition. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi pour l'opposition, c'est que les leaders de l'opposition doivent savoir que le premier tour de ce scrutin est comme une sorte de primaire pour eux. C'est-à-dire que ça doit être un accord même tacite, ils doivent savoir que celui qui sort
au premier tour ou celui qui va au deuxième tour avec le président sortant, toute l'opposition doit se mettre derrière lui s'ils veulent être conséquents et avoir une chance même de faire basculer cette élection-là. Parce que quand on va au second tour d'une élection, à partir de ce moment-là, tout devient possible. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le véritable problème de l'opposition au Togo, c'est justement les clivages politiques. C'est-à-dire qu'ils ne parviennent pas à s'entendre parce qu'il y a un problème d'ego. Mais s'ils parviennent à régler ce problème-là et qu'il y ait une entente tacite que c'est une sorte de primaire et que le candidat sortant de l'opposition qui sera qualifié au second tour aura le soutien des autres partis politiques, je crois que ça peut faire basculer cette élection. Mais justement, El Hadj, en parlant de l'opposition qui va en rang dispersé, parce que ce n'est pas la première fois, qu'est-ce qui fondamentalement explique ces clivages politiques entre ces différents leaders de l'opposition? Mais ce n'est pas propre au Togo, c'est propre à tous les États africains. C'est ça qui s'est passé au Mali et qui a fait que le pré Ibeka a rempilé. C'est ça qui s'est passé au Sénégal, même si c'est un autre contexte avec le système de parrainage qui a fait que Macky Sall a rempilé. C'est d'abord un problème d'ego, c'est un problème d'ambition personnelle. C'est-à-dire que personne ne veut laisser la place à l'autre pour gouverner à sa place. Parce que ça se comprend aussi, parce que quand on met en place un parti politique, c'est pour aller à la conquête du pouvoir. Ce n'est pas pour accompagner justement quelqu'un ou pour porter quelqu'un au pouvoir. Et tant qu'on se dit qu'on a une petite chance de pouvoir accéder à la magistrature suprême, on joue sa carte jusqu'au bout. Et je crois que ce n'est pas quelque chose qui est propre au Togo, c'est quelque chose qui est propre justement à tous les pays africains. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, ce sont les ambitions personnelles qui prennent le dessus sur l'intérêt national. Et je crois que ça fait toujours le jeu de celui qui est au pouvoir. Et on le voit également, à chaque fois que quelqu'un est élu, il fait tout pour éclater l'opposition, pour les diviser, de sorte qu'ils ne parviennent pas à s'entendre ou aller en grande coalition quand il s'agit d'élections présidentielles. Alors, une dernière question dans cette première partie du débrief avec Mamadou Sy Albert. Le conseil épiscopal, on l'avait dit tantôt, a voulu observer le scrutin, mais le ministre en charge de l'administration ne l'a pas autorisé. Comment appréciez-vous cette décision des autorités et la volonté du conseil épiscopal de jouer ce rôle d'observateur dans ce pays? Je crois que l'Église togolaise, pour l'essentiel, elle est vraiment très sensible aux valeurs démocratiques, aux valeurs culturelles de paix. C'est peut-être l'équivalent du pouvoir religieux musulman au Sénégal. Donc, c'est des acteurs sociaux. Et je crois que ce n'est pas de manière désintéressée que cette Église a souhaité un renforcement de la démocratie, une meilleure gestion des processus électoraux. Maintenant, le pouvoir a toujours un regard suspect. À chaque fois qu'une force qui se réclame de la citoyenneté veut s'immiscer dans les affaires politiques, le pouvoir politique africain, il n'accepte pas tellement la présence de l'Église ou des hommes de Dieu en général. Maintenant, peut-être aussi qu'il y a un élément, à mon avis, qu'il faut intégrer, c'est que les transitions en Afrique n'ont pas abouti actuellement. Jusqu'à présent, on n'a pas une démocratie aboutie. C'est-à-dire que dans tous les pays africains, le problème du pouvoir religieux se pose d'une manière ou d'une autre. Soit la religion, elle est complice de l'exercice du pouvoir, ou soit elle est dans une dynamique citoyenne. Donc, de manière générale, que ce soit l'Église, que ce soit le pouvoir religieux, nos États n'arrivent pas à trouver une place. Et ça crée des problèmes. Soit on va dire que les hommes de Dieu sont des alliés du pouvoir, ou on va dire soit on va dire que c'est des adversaires. Mais ça dépend aussi de celui qui les dit ou du camp où il se trouve là également. Mais c'est ça qui est inachevé. Ça veut dire qu'il faut que les Africains arrivent à intégrer la religion. La religion, elle n'est pas faite que pour suivre son Dieu. La religion, elle est mêlée à la politique, elle est mêlée à la vie. On ne peut pas exclure la religion de la vie, de la démocratie, du fonctionnement des institutions. Et je crois que ce serait heureux que la majorité présidentielle togolaise accepte ce regard, que l'Église pouvait très bien pacifier
aider les gens à aller voter correctement, à respecter la démocratie, les principes de fonctionnement. La parole de l'Église est même plus fiable que la parole politique. Et ça, il faudrait que les gens acceptent quand même d'intégrer tous ces acteurs qui veulent renforcer la démocratie, mais surtout qui veulent éduquer. L'éducation à la citoyenneté. Je pense que les partis ont une fonction, mais les hommes de Dieu aussi ont une fonction. La culture, c'est vraiment une dimension transversale. Et j'espère que, en tout cas pour ce qui concerne le Togo, j'espère que le pouvoir ne va pas être en conflit avec l'Église. J'espère que ça peut déstabiliser complètement le... Espérons. Et là, très rapidement, on l'a vu en RDC. Je pense que ça a été maladroit pour le pouvoir en place de refuser justement le statut d'observateur à la conférence épiscopale. Maintenant, je peux bien penser qu'ils craignent que ce qui s'était passé en RDC puisse se passer au Togo. Mais toujours est-il que justement, quand vous prenez l'Église comme observateur, vous savez, ils sont considérés comme étant les détenteurs de la parole divine. Et justement, cette parole qu'elle porte est une parole qui est plus ou moins sacrée et qui est mieux écoutée que la parole politique. Et ça pourrait donner une certaine crédibilité et un certain apaisement une fois que les résultats seront proclamés. Et encore que ce n'est pas seulement la conférence épiscopale qui sera observatrice, il y aura d'autres observateurs, donc ils ne pourront pas dire ou faire ce que les autres n'ont pas vu ou fait. Mais permettre à cette conférence épiscopale d'entrer dans le jeu politique en tant qu'observateur et pouvoir donner ses conclusions à la fin, ça donnerait une certaine crédibilité justement aux résultats qui seront fournis. Maintenant, si le pouvoir a peur, les gens pourraient aller dans l'interprétation jusqu'à dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et c'est ce qui n'est pas bien. Et ça peut faire maintenant la campagne de l'opposition qui pourra s'agripper sur cet argument-là pour justement créer aussi un conflit post-électoral. Merci. Alors, merci mes invités. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie débrief et nous allons marquer une courte pause en attendant de souffler pour retrouver nos invités dans la deuxième et dernière partie de cette émission de débrief. Bienvenue dans la deuxième et dernière partie de votre émission Le Débrief, toujours avec nos invités Eladji Ibrahima Ndiaye, analyste politique, et Mamadou Sy Albert, analyste politique également. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous allons parler du Burkina Faso. Là-bas également, les électeurs sont appelés aux urnes le 20 novembre 2020 pour les élections présidentielles et législatives. Alors, Eladji Ibrahima Ndiaye, des élections couplées. Dans ce contexte, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait le couplage de ces deux scrutins? D'abord, pour le Burkina, moi, je crois qu'il faut se féliciter au moins qu'il y ait eu un consensus lors du dialogue. Parce que n'oublions pas qu'il y avait 3 élections qui devaient se tenir. Parce qu'il y a le référendum également qui est prévu. Et que c'est la classe politique qui, en accord, a accepté le couplage de la présidentielle et des élections législatives et de mettre en attente donc le référendum qui, ne l'oublions pas aussi, normalement devrait se tenir avant l'élection présidentielle. Sinon, ce serait anachronique de toute façon. Mais maintenant, ce qui pourrait justifier ça, c'est que je crois que le Burkina est arrivé à un point où ils ne peuvent pas se permettre certains égarements du point de vue de la rationalisation des dépenses publiques d'abord, parce que ça permettra de rationaliser les dépenses publiques. Tenir 3 élections en l'espace d'une année, ça va grever le budget national, alors que si on ne le dit pas, tout le monde le sait, il y a des urgences, surtout des urgences sécuritaires qui attendent le Burkina. C'est regrettable de le dire et de le constater, il ne se passe plus une semaine sans qu'on entende une attaque terroriste au niveau du Burkina, et je crois que par rapport à tout cela, au moins les hommes politiques burkinabés ont fait preuve de maturité pour s'entendre sur l'essentiel, parce que quand j'ai entendu le principal leader de l'opposition, Zéphira Diabré, dire en réalité que c'est que d'un commun accord qu'ils ont accepté qu'il y ait ce couplage-là entre l'élection présidentielle et les législatives, ça montre en réalité qu'au-delà maintenant
des clivages politiques, ils savent qu'il y a aussi un défi qui est un défi national qu'il faut relever. Rationalisation des dépenses qui pourrait être justement destinée à la sécurisation de l'espace burkinabé. Et je crois que maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens fassent preuve de maturité jusqu'au bout, qu'ils aillent jusqu'au bout de ce processus-là et qu'ils savent qu'au-delà de la présidentielle, parce qu'au Burkina, en fait, même si l'élection présidentielle est programmée, je crois que l'enjeu est ailleurs. L'enjeu est au niveau de la sécurité. Parce que justement, ce qui se passe au Burkina doit faire peur à tout Africain. Je ne parle pas seulement des Burkinabés, mais ça doit faire peur à tout Africain. Parce qu'un pays qui est attaqué de la sorte, encore que ce ne sont même pas des militaires qui meurent maintenant, mais que ce sont des civils qui sont tués tous les jours, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu une attaque qui a fait encore 4 morts, alors qu'il y a 3 jours, on parlait d'une autre attaque qui avait fait 8 morts. Il y a à peu près 1 mois, il y a une attaque d'une mine d'or qui avait fait 38 morts. Ça fait trop quand même. Et que donc je crois que l'enjeu est même ailleurs que sur la présidentielle. Alors on va revenir sur tout cela, l'aspect sécuritaire avec cette menace terroriste grandissante qui gagne de plus en plus du terrain dans ce pays du Sahel. Alors Mamadou Sy Albert, et là j'ai parlé tantôt des raisons économiques qui pourraient justifier le couplage de ces deux échéances. Mais du point de vue matériel, est-ce que les dispositions techniques seront prises avant la date ou avant cette échéance? Parce que 22 novembre 2020, c'est pour bientôt. Est-ce que le pays sera matériellement, techniquement prêt pour assurer un bon déroulement de ces deux scrutins? Bon, je ne sais pas exactement ce qui va se passer au cours de ce mois-ci, le mois de février, mais il y a vraiment une pression quand même de l'insécurité. Il y a une psychose insécuritaire, à mon avis, qui déstabilise le gouvernement. Il n'aura pas suffisamment l'esprit à l'organisation des élections. Je crois à ce rythme-là. Si vous regardez, on est mais il faut qu'il y ait quand même aussi... Oui, mais pour un gouvernement, c'est très difficile. Vous avez 600 morts en moins de 2 ans. Vous avez des populations qui sont déplacées. Vous avez des projets en cours le président est en fin de mandat. Il faut tout renégocier par rapport aux partenaires techniques et financiers. L'instabilité gouvernementale, c'est à ces 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une pression djihadiste, mais il y a une pression aussi de fin de mandat, qu'il faut se préparer à avoir des projets, à renégocier avec les bailleurs, avec les partenaires techniques et financiers. Donc financièrement, je crois que même les partenaires européens, ils sont beaucoup plus préoccupés par cette pression militaire. Pression militaire. Qu'aujourd'hui, la survie du Burkina, ce n'est pas qu'ils aient... ça ne va pas être une question, si vous voulez, de financement, de sources de financement extérieures. C'est comment financer la protection du pays. On va vers ça. Est-ce que vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, cette menace grandissante des terroristes peut impacter sur le bon déroulement des scrutins? C'est bien cela? Absolument, absolument. Ça dit que ça n'épargne aucune zone du Burkina, que ce soit les villes, que ce soit aux frontières, que ce soit à l'intérieur. Donc c'est une pression pour un gouvernement en fin de mandat. Ça dit que si le président avait peut-être 2 ans, 3 ans, il va se dire je vais me concentrer contre les djihadistes. Mais là, il a un double front. Ça dit qu'il y a une pression militaire, les populations vont se déplacer. Je crois que même les électeurs, ils n'ont pas aujourd'hui l'oreille braquée sur les candidats, sur la présidentielle. Ils ont des préoccupations de survie. Et ça, je crois que le pouvoir et l'opposition devraient quand même trouver une démarche pour mieux gérer cette phase très délicate. Parce que s'il y a un taux d'abstention trop élevé, ça va déstabiliser davantage le Burkina. Et de notre côté, il faudrait aussi que les bailleurs de fonds, et je crois même l'Union africaine, doit essayer quand même de tenir compte de ce contexte particulier des élections.
dans une période de tension aussi intense, organiser une élection présidentielle, ça nécessite du côté de l'Union africaine un effort de soutien, un effort de guerre. Il faut protéger le Burkina. Si vous voulez... Ce n'est pas le cas avec ces différentes forces de sécurité qui sont déployées sur place. Il faut savoir, Abdoulaye, le doyen là, la pression, elle est déjà là. Je crois que c'est la pression qui justifie le couplage de ces élections-là d'abord. Voilà. Parce que quand vous organisez une élection, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a aussi un enjeu sécuritaire. Parce que c'est des regroupements de personnes et c'est propice justement à des attaques. Ça, c'est de un. Quand vous organisez une élection, c'est des gens qui quittent une région pour aller vers une autre pour voter. C'est propice également à des attaques, surtout qu'au Burkina, souvent les attaques se font sur la route, parce qu'il y a des coupeurs de route qui sont là. Parce que n'oubliez pas que le Burkina est frontalier avec et le Mali et le Niger, qui sont justement des zones de repli, justement de base terroriste. Ce qui fait en réalité, je crois que c'est ça qui a fait, conjugué également à l'aspect économique, que les hommes politiques se sont dit, ne prenons pas un risque deux fois, diminuons le risque et couplons les élections. Ça, c'est de un. Mais maintenant, l'autre chose également qu'il faut savoir, c'est que je pense que l'État burkinabé est en train de préparer justement ces élections du point de vue sécuritaire. Parce que n'oublions pas que l'Assemblée nationale récemment a voté une loi qui permet maintenant à l'État d'armer des civils. C'est-à-dire que maintenant, l'État a la possibilité de pouvoir donner des armes à des civils pour se défendre. Donc on est dans une logique de sécurisation du territoire, parce que n'oublions pas, vous dites novembre, c'est proche, mais également c'est loin. Ils ont 10 mois pour se préparer, ils ont 10 mois pour mettre en place peut-être des groupes d'intervention, que ce soit terroristes ou militaires, mais il y a également la force interrégionale qui est là. Mais 10 mois, et là, je voudrais manier 10 mois pour l'enrôlement, la confection des listes et tout le processus. Vous pensez que c'est suffisant pour aller vers des élections transparentes? Oui, vous savez, dans certains pays, on dit que le corps électoral doit être convoqué 3 mois avant les élections. C'est-à-dire que quand on est un parti politique... Non, mais quand on est un parti politique sérieux et qu'on a des ambitions, que ce soit des ambitions législatives ou que ce soit des ambitions présidentielles, on doit être prêt à aller à des élections. C'est-à-dire que nous, le problème qu'on a en Afrique aussi, et ça, il faut qu'on le règle, c'est que le calendrier républicain, tout le monde doit l'avoir, tout le monde justement doit être formaté pour savoir que le calendrier républicain fonctionne de telle manière et qu'à telle échéance, il y a telle élection. Et en cela, on doit se préparer en conséquence pour aller à ces élections-là. Maintenant, regardez même ce qui se passe chez nous. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de différer les élections. Pour une élection, par exemple, législative au Sénégal qui devait se tenir en juin 2014, en juin 2019, on est en 2020, ça ne se tient pas, et peut-être qu'en 2021, ça ne se tiendra pas. Ce qui fait que les législatives pourront connaître le même sort, et éventuellement la présidentielle de 2024 pourra connaître le même sort. Un calendrier républicain, il est fait pour être respecté. Justement, la démocratie a des exigences, et parmi ces exigences-là, c'est le respect du calendrier républicain. Maintenant, un parti politique qui se dit « je ne suis pas prêt », pour aller à ces élections-là, mais tant pis pour lui. Mais je crois que le communiqué qui a été fait... Je veux dire, les instances en charge même de l'organisation de cette élection, est-ce qu'elle sera assez outillée, prête avant l'échéance? De toute façon, il faut se dire que ce n'est pas la première fois qu'au Burkina qu'on organise des élections. Et le Burkina Faso a organisé des élections dans un contexte qui était également un contexte difficile. C'était l'après Compaoré, où il y a eu même tant de coups d'État et ainsi de suite, où les militaires ont pris un temps le pouvoir et tout. Et pourtant, ils ont organisé des élections qui ont été jugées libres, transparentes, et ils s'en sont sortis la tête haute. Pourquoi pas ne pas remettre le même modèle tout en le perfectionnant? Je crois que la base, le socle, il est déjà là. Et que maintenant, ce qu'il faut, c'est le perfectionner parce que cette fois-ci, ce ne sera pas une élection, c'est deux élections qui sont couplées en un seul jour. Alors, Mamadou Sy Albert, quels sont, à votre avis, les véritables défis à relever au Burkina Faso en 10 mois pour assurer le bon déroulement du scrutin? Je crois qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que la sécurité, ça s'impose. C'est le principal défi. Je crois que même le consensus politique
pour qu'il ait un sens, il faudrait qu'il y ait un consensus autour de la protection du peuple burkinabé et des institutions. Ouais. Ça, c'est un enjeu, un défi majeur. Maintenant, est-ce que le gouvernement il est suffisamment préparé? Moi, j'ai des craintes parce qu'il n'y a pas encore en Afrique un modèle d'État capable de résister face aux djihadistes. Je crois que là, c'est un défi énorme pour le Burkina. Pas seulement en Afrique, hein, dis-le. Oui, mais à l'échelle de l'Afrique, c'est que notre État n'a pas une armée préparée à ce genre de conflit. Nos peuples ne sont pas préparés à ce type de guerre. Même si vous voulez, de manière générale, notre économie ne résiste pas à ce type de pression-là. Donc, il faut que le Burkina prenne conscience. Mais également, à mon avis, il faut insister pour que l'Union africaine voie l'enjeu. Que si l'organisation de ces élections échoue, c'est sûr et certain que ça aura un impact sur le Burkina, sur le Niger, sur la sous-région. Donc ça, c'est un défi. Maintenant, un défi aussi démocratique. Hein? Quelle que soit la difficulté aujourd'hui de la sécurité, je crois qu'il faut tenir bon, il faut croire à la démocratie. Et il faudrait que le Burkina sorte, en tout cas grandi. Ils ont réussi une grande épreuve en mettant fin au régime de Compaoré. Mais là, le régime démocratique, il faut le consolider. C'est un défi énorme que les Burkinabés ont sur le plan des institutions, sur la gouvernance, sur la gestion des conflits. Et maintenant, le troisième défi, c'est le développement. Ça dit que vraiment, le Burkina ne s'en sort pas économiquement. Donc, s'il est reconduit ou si un autre prend le pouvoir, il faudrait que le Burkina réfléchisse quand même sur le modèle de développement culturel, économique. Aujourd'hui, il y a un vide. On ne sent pas le Burkina sur des rails. Vous regardez le Sénégal, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a un projet, il y a une dynamique, il y a une réflexion. Mais le Burkina stagne. Parce que le pays certainement est instable aussi. C'est cette guerre djihadiste-là, elle était imprévisible. Et ça, je crois que, en tout cas, à mon avis, j'insiste sur ça, parce que seul le Burkina ne peut pas s'en sortir. Alors, il faut que l'Union africaine joue sa partition, il faut que les institutions internationales jouent. Bon, mais également, il faut... C'est vrai qu'il y a des forces, hein, avec la force conjointe G5 Sahel qui est sur place, la force Barkhane. Oui, mais ce que le doyen dit, c'est que l'économie est au ralenti. Parce que quand vous voyez des attaques qui se sont déroulées au niveau de très grands hôtels, au niveau du Burkina, forcément, le secteur touristique sera impacté. Le dernier attentat, du point de vue de la grandeur qui avait fait 38 morts, ça s'est déroulé au niveau d'une mine qui est exploitée par des Canadiens et qui depuis lors était fermée et que ça doit rouvrir même, je crois, demain ou après-demain. Et on voit que donc l'impact est direct au niveau de l'économie. Maintenant, malgré qu'il y ait la présence de ces forces-là, ce qu'il ne faut pas oublier, Abdoulaye, quand on réfléchit par rapport au terrorisme et surtout au niveau de ces territoires-là, il faut voir l'immensité de ces territoires-là. Par rapport au Sénégal, ça peut sembler bizarre parce que nous n'avons pas le désert, par exemple. Mais quand je vous dis que le Burkina a une frontière avec le Mali, une frontière avec le Niger, c'est-à-dire que pour avoir une armée nationale capable de sécuriser tout le territoire pour faire face justement à ces replis djihadistes, parce qu'à chaque fois qu'ils font leurs attaques, ils ne restent pas sur le territoire burkinabé, ça il faut le comprendre. Ils ont justement des bases de repli stratégiques. Heureusement, il faut se féliciter que récemment, l'armée burkinabé en a découvert une qui a été détruite, une base. Mais ce n'est pas une seule base qui existe au Burkina. Et je crois que le véritable problème, c'est ça. Il faut que justement qu'il y ait une force régionale, une très grande force régionale. Différente du G5. Oui, je ne sais pas comment ils vont le réfléchir, mais le G5, c'est sous la tutelle de la France, quoi. Tu vois. Moi, quand je parle de la force régionale, je parle de l'Union africaine, de la CEDEAO, qui vont mettre en place un dispositif antiterroriste purement africain pour venir en aide à ces pays-là. Plus précisément, les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Niger, le Burkina et le Mali. Parce que justement, si on laisse faire, comme il l'a dit, il y a fort à craindre en réalité que l'instabilité demeure et que même une élection présidentielle stable ne puisse pas se tenir. Ça, donc vous pensez que l'élection serait risquée, il serait un peu risqué de tenir
des élections au Burkina Faso à cette échéance dans ce contexte d'insécurité? Si la situation sécuritaire telle qu'elle est en ce moment perdure, c'est risqué. Moi, j'ai dit en réalité que quand on va à l'analyse, je suis sûr et certain que les hommes politiques du Burkina Faso ont dit mais qu'il faut réduire le risque de moitié. Parce que si on organise une élection, il y a un risque d'attentat, forcément. Parce qu'une élection, c'est un regroupement d'individus. Et quand il y a un regroupement d'individus, vous pouvez être justement infiltré ou justement vous pouvez être la proie à une opération kamikaze. Une élection, c'est un déplacement d'individus et en grande masse. Et quand il y a déplacement d'individus, forcément, il y a un risque d'attentat. Maintenant, quand vous couplez les élections, justement, vous allez mettre tous les moyens, vous allez mettre toute la sécurité qu'il faut pour sécuriser justement le scrutin et vous divisez le risque justement par deux. Et je crois que c'est le calcul qui a été fait. À cela s'ajoute maintenant l'économie, c'est-à-dire qu'on va rationaliser des dépenses en même temps. Et c'est ce qui fait en réalité que ce qui devait être peut-être dépensé pour une élection législative va être injecté dans la sécurité pour une organisation d'une élection qui est couplée. Morsi Albert, vous pensez que c'est nécessaire ou c'est pertinent ou opportun d'organiser des élections avec cette menace de terroristes qui gagnent de plus en plus de terrain? Et là, je l'ai rappelé tantôt, le déplacement des populations, des bureaux de vote dans les zones les plus reculées où il n'y a pratiquement pas des agents de sécurité. Vous pensez que c'est opportun d'organiser des élections dans ce contexte d'insécurité? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit opportun. Il faut aussi que les politiques prennent conscience que l'enjeu de cette guerre, ce n'est pas le pouvoir. L'enjeu des djihadistes, ce n'est pas de venir occuper un pouvoir, d'installer un pouvoir, de gérer les pays. L'enjeu, il est strictement terroriste. Hein, il y a une internationale entre guillemets terroriste qui agit aujourd'hui dans toute l'Afrique. Et une élection, son enjeu, c'est le pouvoir. Et le pouvoir, si c'est vraiment ça l'enjeu, il faudrait bien que les acteurs politiques prennent conscience que une élection présidentielle, quand même, c'est un enjeu extraordinaire. C'est le destin d'un peuple. Et cet enjeu-là devrait faire qu'on réfléchisse. Si vraiment la guerre atteint un certain niveau, il ne faut pas aller aux élections. Il faut se battre. À l'époque, si vous vous souvenez, les grands pays, quand il y avait une guerre entre pays, mais on n'organise pas une élection. On s'organise contre la guerre. On mène la guerre. Après la guerre, on voit ce qu'on fait. C'est comme ça. Vous voulez dire qu'on doit surseoir d'abord au suspense, au processus électoral. En tout cas, si cette ampleur continue, le Mali est déstabilisé, le Niger est déstabilisé, le Nigeria pareil, le Sénégal, on ne sait pas, la Mauritanie, on ne sait pas. Si cette pression continue, vous regardez qu'il y aura 7 élections présidentielles en 2000. Et peut-être d'ici 2022, 2023, 2024, on n'aura que des élections. Donc l'instabilité peut provenir justement de ces élections-là. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre cette pression aujourd'hui sur le Burkina et cette présidentielle? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu terroriste pour dire que vous n'allez pas organiser, ou si vous organisez, vous allez organiser dans la terreur? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Pour faire face à ça, à mon avis, il faut vraiment, comme il l'a dit, c'est ça la solution. C'est que les Africains apprennent à avoir des calendriers. Républicain. Mais le processus électoral est également dynamique, il faut en tenir compte. Autant que les Africains, ils te disent que bon, tous les hommes politiques, ils croient à l'armée, ils croient au drapeau, ils croient au peuple. Mais ils ne croient pas au calendrier républicain. Et ça, c'est la base. La base de la démocratie, c'est le respect des élections. Et je crois qu'il faut qu'eux aussi, ils apprennent à comprendre que s'ils ont un calendrier, qu'ils arrivent à trouver des consensus avant les périodes électorales, avant les périodes de tension. Il y a un moment pour faire la politique, mais il y a un moment pour faire des élections, il y a un moment pour travailler. Mais là, nous, on veut tout faire en même temps, ce n'est pas possible. Le cas du Burkina est intéressant pour ça, parce que si vous regardez, celui qu'ils ont chassé, comparé, mais à l'époque, le Burkina n'avait pas ces problèmes-là. C'est un paradoxe quand même aussi.
Donc ça, il faut bien réfléchir. On l'a chassé démocratiquement, tout le monde s'est dit que la démocratie a avancé, mais aujourd'hui, on s'enfonce plus. Et je crois que, par principe, il faut respecter les échéances électorales, il faut aller aux élections, mais à mon avis, il faut donner à la dimension de cette guerre-là sa véritable dimension. Si on ne fait pas attention, l'Afrique va être déstabilisée pour longtemps. Et c'est pour ça qu'il faut mener cette guerre contre les djihadistes, mais une guerre intelligente, que ce ne soit pas comme on fait là. C'est-à-dire que les Européens ne vont jamais mettre fin au terrorisme. Moi, je n'y crois pas. Alors, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Elas Ndiaye, il a évoqué le cas Blaise Compaoré. C'est vrai que coïncidence pour coïncidence, après son départ, on a vu que l'insécurité a pris des proportions un peu plus inquiétantes. Est-ce que également l'organisation de ces deux échéances ne seront pas une manière de régler ce problème? Qui sait? Oui, mais c'est très bien de soulever le cas Compaoré parce que quand il était au pouvoir, jusqu'à sa déchéance, on n'entendait jamais d'actes terroristes au Burkina Faso. Et je crois que cela peut s'expliquer par le fait que n'oublions pas que c'est un militaire. Il connaît l'art de la guerre, il connaît justement l'art de la sécurisation également du territoire. Et ce qu'il pouvait, je ne suis pas sûr qu'un civil peut le faire. Mais l'autre chose également, si on veut pousser trop l'analyse, c'est que les militaires également, après le départ de Compaoré, ont été fragilisés au Burkina Faso. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le cas du général Diendéré, on ne l'oublie pas, qui a été quasiment humilié. Avec le régime d'intervention qui a été dissous. Tout à fait. Et tout cela, justement, porte les séquelles qui font en réalité qu'il peut y avoir une certaine porosité au niveau du dispositif sécuritaire qui fait que ceux qui veulent commettre le mal, comme les terroristes, justement, s'y sont engouffrés. Et je crois que ça va être un enjeu lors de ces élections présidentielles à venir, l'enjeu sécuritaire, c'est-à-dire quel est l'homme à même d'apporter cette sécurité-là, justement, au Burkina Faso. Parce que quoi qu'on dise, il faut le reconnaître, peut-être que ce n'est pas totalement de sa faute, mais du point de vue de la sécurité, le président Roch-Marc Kaboré a échoué. Parce que justement, depuis qu'il a été élu président, les vagues d'attentats terroristes se succèdent au Burkina et le Burkina ne parvient toujours pas à y mettre fin. Donc fondamentalement, l'enjeu sécuritaire, qui est l'homme providentiel qui pourra venir apporter la sécurité au Burkina Faso, je crois que les populations également vont tenir ça en compte et ça pourra peser sur la balance dans cette élection-là. Merci Elas Ndiaye, nous sommes arrivés au terme de cette émission de débrief qui avait donc l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Elas Ibrahima Ndiaye, analyste politique, avec nous également Mamadou Sy Albert, analyste politique. Merci également à vous d'avoir été des nôtres. Grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.